Bonjour et bienvenue dans Smart Tech, votre émission quotidienne qui met la tech au cœur des débats, l'innovation, les nouvelles technologies et même le spatial. On va débuter cette semaine avec le débrief et vous verrez en plateau une innovation très attendue et qui vient d'être dévoilée, hybride entre le drone de course et le drone de prise de vue. On va découvrir ça ensemble, mais aussi on va parler de l'actualité avec en tête de liste le sujet OVH. Pour en parler avec nous sur le plateau, Romain Huyard, journaliste et consultant indépendant en nouvelles technologies, mais aussi François Hénol Feujas, président fondateur d'Oxybox. Ensuite, on va poursuivre avec les SmallSat. Les SmallSat ont révolutionné le secteur spatial et les entreprises françaises ne manquent pas l'occasion de s'emparer déjà du marché, mais est-ce que l'Europe est prête à les accueillir? Et puis on va terminer avec notre rendez-vous disruptif avec Alain Staron et on parlera encore de Sigfox, mais tout de suite, c'est l'heure du débrief de la semaine. C'est l'heure du débrief et à la une de l'actualité. On va parler du piratage des caméras Verkada, une start-up américaine en contrat avec de grosses institutions. Et si l'attaque a révélé quelques pratiques douteuses, elle aurait pu être bien plus grave. Et puis on va revenir aussi sur OVH, dont le data center a pris feu, on le rappelle, dans la nuit du 9 mars. Mais d'abord, nous avons en plateau une toute nouvelle innovation, une nouvelle technologie qui a été présentée à la presse mardi, il me semble. Alors quelques jours après seulement le lancement officiel du produit. Alors de quoi s'agit-il, Romain Huyard? Alors c'est le DJI FPV que j'ai ici. Alors il y a plusieurs éléments, il y a le drone, surtout les lunettes. Voilà, c'est un masque un peu de réalité virtuelle qu'on met devant ses yeux. C'est le premier drone hybride et le premier drone FPV grand public du marché. Le FPV, donc First Person View, c'est ce principe de mettre des lunettes devant les yeux. Et donc évidemment il y a une caméra sur le drone et donc on voit, on a l'impression un petit peu de voler puisqu'on a vraiment sous les yeux la vue du drone qui est en train de voler. C'est ce qu'on voit sur les images d'ailleurs. On a vraiment l'impression d'être à la place du drone, finalement. Ça, ouais. Et donc, pourquoi ça fait l'événement? Ça n'existait pas, ça? Alors en fait, ce qui est nouveau, c'est que c'est un drone hybride, c'est-à-dire que c'est à la fois un drone conventionnel. DJI, c'est un grand fabricant chinois qui a un petit peu largement contribué à démocratiser les drones conventionnels, c'est-à-dire c'est des drones qu'on peut mettre quasiment entre toutes les mains. C'est des appareils qui décollent tout seuls, et ensuite, une fois qu'ils ont décollé, ils peuvent rester en stationnaire à un endroit. Si on ne touche pas les commandes, ils restent en stationnaire et ça fonctionne tout seul. Si on veut le faire avancer, on fait bouger, on a une manette comme ceci. Si on veut le faire avancer, on fait avancer un stick et le drone en fait gère lui-même son inclinaison et son accélération pour avancer. Celui-ci, donc l'innovation, c'est que c'est un drone, c'est aussi un drone FPV et donc on peut commencer en le faisant fonctionner en mode classique, mais on peut aussi au fur et à mesure apprendre et donc le faire fonctionner en mode entièrement manuel. On appelle aussi ça le mode accro, comme acrobatique. Et donc dans ce cas-là, on a vraiment la main sur toutes les commandes du drone. Et par exemple, si on lâche les gaz, il va tomber. Ce que ça permet en fait, c'est qu'on peut le retourner, on peut faire des loopings, on peut se pencher, alors qu'avec des drones conventionnels, il va tout le temps rester à plat. Donc on a des sensations très différentes avec ce genre de drone. C'est presque un sport de haut niveau en fait, quand on sait utiliser un drone de course. Donc le FPV d'habitude, c'est quand même destiné aux connaisseurs, aux personnes qui ont l'habitude, presque les semi-professionnels, moi j'ai envie de dire, pour utiliser des engins pareils. Donc là, l'idée, c'était aussi de démocratiser cette haute technologie. Tout à fait. Les drones FPV, jusqu'à maintenant, à ma connaissance, il n'y avait pas de drone prêt à l'emploi. C'est aussi une grande force de ce produit, c'est qu'il est prêt à l'emploi. Ça coûte une certaine somme, ça coûte quand même 1 350 € le premier pack et on peut, en rajoutant des batteries, grimper à 1 500, 2 000 € avec des accessoires. Jusqu'à maintenant, en fait, un drone FPV, il fallait vraiment être très connaisseur puisqu'on le construisait soi-même. Ça n'existait pas en prêt à l'emploi. Donc il fallait acheter le châssis, les moteurs, l'électronique, les lunettes, la manette. Il fallait utiliser du fer à souder, il fallait trouver les batteries. Voilà, c'était très très compliqué, donc c'était vraiment réservé à déjà, ne serait-ce que pour le monter à un certain public. Il fallait avoir des compétences techniques déjà. C'est ça, et puis après à piloter, c'est vraiment pas évident. D'ailleurs, nous, voilà, il y a eu la présentation à la presse mardi, effectivement. Les journalistes n'ont pas pu le piloter en mode manuel parce que en fait, ça demande vraiment du travail. Donc il faut un entraînement avant de le prendre en main. C'est ça. DJI a prévu une application avec un simulateur où vraiment on met le masque, on utilise la manette et on apprend du coup ne serait-ce qu'à décoller parce que c'est pas si évident. Et donc il faut a priori un certain nombre d'heures d'entraînement déjà dans l'application avant de pouvoir essayer de le faire décoller en vrai. Je rappelle, donc voilà, c'est quand même une certaine somme, 1 300 €, donc on n'a pas envie de le faire. Il vaut mieux s'entraîner avant plutôt que de se lancer tout de suite et de le faire tomber. Et alors, ces lunettes, vous l'avez dit, elles ressemblent à des lunettes de réalité virtuelle. Est-ce qu'on est sur le même type de technologie ?
Oui, en fait, je peux le montrer à l'image. On a tout simplement deux écrans dans les lunettes. Donc, on a vraiment un écran par œil. C'est grosso modo la même technologie qu'un masque de réalité virtuelle. La différence, c'est qu'au lieu on ne va pas s'en servir pour regarder autour de soi en tournant la tête. En fait, on peut mettre la tête dans la direction qu'on veut. D'ailleurs, c'est amusant, on voit les pilotes parfois qui ont la tête en l'air alors qu'ils pourraient être assis et regarder en bas, ça ne changerait rien. Oui, c'est le même principe. Et voilà, la grande révolution, même en utilisation drone conventionnel, c'est qu'au lieu d'être avec un drone conventionnel, on a le retour image du drone sur l'écran de son smartphone ou une tablette qui est généralement fixée à la manette. On se penche comme ça et on regarde sur sa manette. Là, on a vraiment la sensation de voler. Et surtout que voilà, en mode manuel, il peut se pencher, on peut tomber, on peut monter en flèche très rapidement. Donc c'est une grosse partie de, voilà, on les appelle DJI FPV avant de les appeler drone accro, parce que voilà, on est vraiment en first person view et c'est sans doute un des meilleurs moyens, avec la chute libre ou d'autres choses comme ça, de se rapprocher du vol. Vous comparez quand même l'utilisation de cet appareil, la chute libre? Un petit peu, oui, parce que... C'est le même type de sensation, d'adrénaline. Alors nous, à la présentation, on n'a pas pu le piloter nous-mêmes en mode manuel, mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut éventuellement acheter une deuxième paire de lunettes. Et donc là, c'est ce qui s'est passé, c'est que c'est il partageait l'expérience du pilote. Un pilote racer qui est très, très compétent, qui du coup nous a fait des démonstrations. Et donc, on porte les lunettes sans piloter. Et en fait, on perd l'équilibre, on peut avoir le mal de l'air assez facilement, parce que nous, on est tout droit au sol et le drone, il se penche dans tous les sens, etc. Bon, et vous pensez que ce genre de technologie, malgré le prix, ça va trouver son public ? Certainement. L'intérêt, déjà, des drones conventionnels, ça se vend, on en voit un petit peu partout quand même. Là, l'intérêt, c'est qu'on va un peu plus loin que juste les photos et vidéos. Déjà, il y a un apprentissage qui peut être un défi, qui peut être assez intéressant à relever. Et puis voilà, ça renouvelle un petit peu le genre quand même. Donc oui, je pense que ça peut marcher. Bon, merci beaucoup d'être venu nous présenter cette belle technologie. On va passer à l'actu maintenant avec vous, François Henol-Feujas, et OVH, qui a subi quelques déboires cette semaine avec le data center d'OVH Cloud qui a été réduit en cendres à Strasbourg dans la nuit du 9 mars. Alors, quels sont les dégâts Et les débats, évidemment, on va y venir aussi. Alors effectivement, sur le site de Strasbourg qui a été touché, il y a non pas un, mais 4 data centers au sein du même site. Il y en a un qui est complètement parti en fumée, un deuxième qui est impacté d'après OVH entre 30 et 35%, et les deux autres qui semblent intacts du point de vue de l'incendie, mais qui ont été mis hors tension pour prévoir l'intervention des pompiers. Première chose de laquelle il faut se féliciter, c'est qu'il n'y a absolument aucune victime humaine, que ce soit du personnel d'OVH, des prestataires ou les pompiers, pas de blessés, pas de victimes, et ça c'est une excellente chose. On peut saluer le travail rapide des pompiers qui sont intervenus. Ça a mobilisé plus de 150 pompiers pendant la nuit pour circonscrire l'incendie. En revanche, au niveau des infrastructures, et on le voit sur les images, les serveurs sont partis en fumée, et ce qui est parti en fumée, en fin de compte, c'est le cloud. C'est ce qu'on appelle le cloud. Ces infrastructures, ces serveurs hébergés, des services. Combien de sites web à peu près vous avez une idée? Le chiffre qui a été évoqué donc, par un organisme qui indépendant est de 3,6 millions de serveurs web touchés. OVH, de son côté, parle de 14 à 16 000 clients. Donc en sachant qu'effectivement les clients peuvent avoir plusieurs serveurs web. Voilà, il y a quand même une grosse différence mais d'estimation. Absolument, mais en tous les cas, un très fort impact à l'échelle de l'Internet européen. Il faut insister là-dessus. Ce ne sont pas que ça a lieu en France, effectivement. C'est un acteur français, mais c'est un acteur qui est européen et qui a une ampleur européenne et donc qui héberge des sites de toute nationalité. Un acteur qui est en train de se faire une place assez imposante, pas loin des GAFAM qui le regardaient grossir. Donc est-ce que ça va ternir son image? Est-ce que ça va ternir même l'image de la French Tech, vous pensez? Alors, le pire peut, par définition, le pire peut arriver. Je ne pense pas que ça ternisse l'image de la French Tech dans son ensemble. Je pense que le dirigeant d'OVH, donc Michel Paulin, a évoqué qu'il y a évidemment des leçons à tirer de cet incident. Cet incendie, en l'occurrence, en sachant que le site de Strasbourg avait déjà, en 2017, subi une coupure électrique. Donc, effectivement, il y a des enseignements, sans doute, à tirer de cette crise et à tirer de ça. Vous ne pensez pas que ça va mettre un voile un peu sur sa crédibilité ?
Ça dépend complètement, effectivement, des leçons qu'ils sauront tirer. Ce qu'on a pu voir en tous les cas, c'est qu'OVH a réagi très rapidement, que les dirigeants d'OVH... Il vient de faire une d'OVH... déclaration d'ailleurs, Michel Paulin, je vous coupe pour le préciser, hein, pour le dire à nos téléspectateurs. Il a parlé aussi de fabriquer 3 à 4 fois plus de serveurs pour redémarrer plus vite. Donc l'idée, c'est de montrer que de toute façon, on saura être réactif et se remettre en question rapidement. Et alors exactement, hein, en principe, après un incident, l'essentiel, c'est d'en tirer les conclusions et d'en tirer les conséquences. Et je pense que la conclusion au niveau d'OVH, c'est effectivement d'avoir le stock, c'est ici, je pense, que ce que Michel Paulin évoque, le stock pour être capable de reconstruire toute l'infrastructure très rapidement en cas de sinistre. Il faut savoir qu'ils ont beaucoup de points de présence, ils ont beaucoup de data centers en Europe, mais aussi en Amérique du Nord. Donc ils auraient tout à fait effectivement la capacité de relivrer ces serveurs, en tout cas on peut le supposer, sur d'autres sites d'OVH pour pouvoir redémarrer plus rapidement. Peut-être changer aussi la stratégie, parce qu'on parlait d'infrastructures à bas coût. C'est ce qu'on a pointé du doigt aussi avec OVH, donc j'imagine qu'il y a un travail aussi à faire là-dessus. Alors, effectivement, et c'est le deuxième enseignement qu'il faut tirer de ça, c'est que du point de vue d'OVH, l'essentiel, c'est de reconstruire l'infrastructure, donc en fin de compte, de redémarrer des serveurs. On parle d'infrastructure parce qu'un serveur, c'est du métal, de l'électricité, de la chaleur, du bruit, de la climatisation. Ce sont des choses qui sont très physiques. En revanche, pour que les clients puissent, eux, redémarrer, puissent effectuer ce que Octave Klaba a évoqué sur Twitter, du disaster recovery de manière très rapide, les clients doivent être organisés effectivement de manière à pouvoir redémarrer. Quand on voit les nuages de fumée qui se dégagent du data center, j'insiste là-dessus, c'est de la donnée qui part en fumée. Donc, est-ce que ces données-là, ces données clients-là, est-ce que les clients avaient fait, ou les intégrateurs, hein, les prestataires des utilisateurs finaux de ces services, avaient fait le nécessaire pour être capables d'avoir ces données également présentes sur un autre site? Sinon, elles sont effectivement définitivement partie en fumée. On l'a vu, il y a un exemple très concret, un des services de l'État, en l'occurrence le service d'open data, data.gouv, était hébergé sur ce site de Strasbourg et a redémarré en 2 heures après l'incendie. Enfin, pas après l'incendie, mais après l'ouverture du bureau. Donc, organisé, on est capable, effectivement, même face à un incendie, de redémarrer très rapidement. Et il y a un parallèle à faire entre cet incendie où, encore une fois, la donnée est littéralement partie en fumée, et un ransomware qui va peut-être faire partir les données figurativement en fumée, qu'en fin de compte, les causes sont évidemment complètement différentes, mais les conséquences au niveau de la donnée et donc au niveau de l'activité des sociétés est la même. Alors, un mot rapidement, et ensuite on va passer à un autre sujet d'actualité. OVH a parlé d'entrée en bourse au début de la semaine. Est-ce que ça pourrait être remis en question ? Alors, c'est difficile à dire, ça dépend. Alors, déjà, pour être effectivement précis, OVH a évoqué l'étude d'introduction en bourse. Donc on en est au stade de l'étude. Alors c'est une très bonne nouvelle pour la French Tech, un acteur de cette ampleur tel qu'OVH parle d'entrée en bourse. Il y avait des signaux très positifs, puisque notamment OVH a passé une certification Sectum Cloud, donc s'inscrit dans une dynamique de sécurisation et de montée en gamme, en tous les cas, de ses offres sur cet aspect sécurité. Donc ça, c'est un excellent signal. Il faut savoir que sa dernière levée de fonds remonte quand même à 2016. Ça avait valorisé OVH 1,2 milliard. Aujourd'hui, les choses ont changé quand même. Oui, alors les choses ont changé, mais depuis 2016, les choses ont changé. C'est-à-dire qu'OVH a étudié une introduction en bourse, on est forcément sur une licorne. La dernière valorisation, c'était 1,2 milliard. La société a continué de grossir avec des signaux très positifs. Aujourd'hui, effectivement, cet incendie, c'est un coup dur. Je pense pour l'image d'OVH, il faut le dire clairement, c'est un coup dur. Je pense qu'il est possible de sortir par le haut, effectivement, pour OVH, en ayant des mesures et des réponses fortes, comme celles que Michel Paulin a commencé à apporter effectivement ce matin, en tirant les conclusions, parce qu'il vaut mieux avoir subi un sinistre et être capable de l'expliquer, être capable d'expliquer ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise pas, qu'en fin de compte, n'avoir jamais subi de sinistre et peut-être être potentiellement démuni. C'est votre point de vue. En tout cas, c'est une théorie qui peut s'entendre. Un mot rapidement et on passe à l'autre sujet. Il peut y avoir un effet positif, effectivement, c'est que les clients vont... là, on reproche beaucoup à OVH éventuellement d'avoir fait du low cost. C'est peut-être les clients de OVH qui ont choisi du low cost, qui ont choisi des offres sans redondance. Et les usages peuvent évoluer. Voilà, ils vont peut-être apprendre, du coup, peut-être que certains qui n'avaient pas perçu ça vont apprendre à faire du multi-hébergeur, du multi-site. Oui, c'est vrai. Voilà, du low cost, pourquoi pas, mais à condition, du coup, de soi-même en faire une offre un petit peu plus haut de gamme en répartissant ces données. Alors, on enchaînera
rapidement, excusez-moi, sinon on n'aura pas le temps de parler de l'autre sujet, c'est le piratage des caméras Verkada, un piratage qui a touché Tesla, mais aussi des prisons, des hôpitaux, des écoles, la société technologique Cloudflare, entre autres. Toutes ces entreprises, elles utilisent les logiciels de vidéosurveillance de la start-up américaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un serveur d'administration au sein de la société Verkada a été compromis. Donc cette société utilise des services qui vont lui permettre d'accéder aux caméras pour effectuer des opérations, que ce soit des opérations de mise à jour, des opérations d'optimisation à la demande des clients. Donc elle avait en fait les mots de passe administrateurs, pour simplifier, de l'ensemble des caméras accessibles depuis un serveur d'administration. Ce serveur a été compromis et donc l'intégralité des 150 000 caméras commercialisées au fil des années par Verkada ont été compromises. Donc ça a mis en avant quelques événements assez désagréables. En prison, on a vu quelques pratiques gênantes, dans les hôpitaux aussi, mais finalement, ça aurait pu être pire, en fait. Alors, effectivement, ça aurait pu être bien pire. Le piratage de caméras, c'est pas quelque chose de neuf, mais à cette échelle, en une seule fois, et surtout chez un éditeur nouvelle génération qui met en avant sa sécurité, c'est particulièrement choquant. Mais effectivement, pirater une caméra, ça permet de voir tout ce qui se passe, ça permet potentiellement de faire du repérage, ça permet potentiellement de voler des secrets industriels. Si on voit ce qui se passe dans une usine Tesla, il se passe sûrement des choses qui sont captivantes pour quelqu'un qui sait ce qu'il regarde. Et ça permet aussi, ça pose aussi une question sur, évidemment, la protection des données personnelles. Une des fonctionnalités des caméras Verkada, c'est de faire de la reconnaissance faciale pour savoir si la personne qui rentre est autorisée à être dans l'endroit où elle est. Est-ce que ces données-là, biométriques, il y a eu un accès? Est-ce que ces données-là ont fuité? Aujourd'hui, j'ai pas de réponse, mais on se posera la question. Effectivement, ça pourrait être beaucoup plus grave que le simple piratage et le simple fuitage d'images, fût-elle compromettante. Merci beaucoup François-Hénolphe Feujas, président fondateur d'Oxybox, pour ce débrief. Merci à vous Romain Heuillard, journaliste et consultant indépendant en nouvelles technologies. Après la pause, on embarque nous dans l'espace avec deux entreprises qui ont réussi à s'installer dans le marché des mini-satellites. La France, toujours à l'heure sur le spatial. On reçoit deux entreprises qui ont saisi l'opportunité qu'offre l'émergence des small sat, les petits, voire tout petits satellites. Alors avec nous sur ce plateau, David Henry, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG d'Exotrail, c'est une start-up fondée en 2017 qui développe aujourd'hui et commercialise des moteurs pour smallsat. Vous proposez un propulseur pour permettre le déplacement des petits satellites et vous avez aussi développé un logiciel, une solution de simulation et d'opération dédiée à la mobilité des satellites pour faciliter cet usage dans les sociétés du secteur et surtout pour aller plus vite. Avec nous également, mais à distance, Nicolas Capet, PDG d'Anywaves, une start-up elle aussi créée en 2017. Vous fabriquez des antennes car à l'arrivée en fait des smallsats, il n'existait pas d'antennes adaptées à ces nouvelles dimensions. C'est donc une nouvelle génération d'antennes miniatures que vous proposez. Alors bonjour, merci d'être avec nous Nicolas Capet. Bonjour à vous. Alors, pour commencer, je reviens vers vous, David Henry. Votre objectif, c'est devenir un leader de la mobilité spatiale ? Oui, tout à fait, c'est ça. Exotrail, c'est une entreprise de la mobilité. Donc, comme il peut en avoir sur Terre, nous, c'est pareil, mais dans l'espace. Donc, on développe des technologies pour permettre aux satellites de se déplacer en orbite. Donc, comme vous l'avez dit, des moteurs pour ces petits satellites. Également des solutions logicielles pour simuler, contrôler, opérer ces satellites. Et puis également des véhicules de transport en orbite. Et cette technologie de déplacement, elle n'existait pas ? En fait, la technologie elle-même existait, mais sur des gros satellites. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a miniaturisé sa taille, sa consommation électrique, également son coût, pour l'amener sur les petits satellites. Et on l'a miniaturisé d'un facteur 100 à peu près. Donc c'est un peu la même idée pour vous, Nicolas Capet, celui d'adapter les antennes aux nouveaux modèles de satellites que sont les smallsats ? Parce que ce nouveau marché du spatial s'appuie énormément sur tout un tas de petits satellites qui sont opérés en constellation. Et donc, exactement à l'image de ce qu'a fait David avec Exotrail, on est en train de miniaturiser ces équipements pour pouvoir les implanter sur cette nouvelle génération de petits satellites et pouvoir permettre tout un tas de missions qui jusqu'à présent n'étaient pas faisables avec ces satellites-là.
Alors tous les deux, vous avez réussi, en tout cas c'est en cours, mais vous êtes bien avancé à vous faire une place au milieu des grands dans le secteur du spatial, ce qui n'est pas évident, parce qu'il y a des très grands dans le secteur du spatial, notamment français. Comment vous avez fait? Je vais commencer par vous. Alors, en fait, nous, au début de notre création, la propulsion sur les petits satellites démarrait. Et donc, c'était un marché qui était, il y a 5 ans, petit, voire non existant, et en fait, qui croît extrêmement vite. Et donc, dans ces marchés qui croient extrêmement vite, au début, les grosses entreprises ne sont pas très intéressées parce qu'elles se disent, bon voilà, ça c'est un petit marché, donc ça ne m'intéresse pas. Et par contre, comme ça croît très rapidement, le moment où ce marché devient suffisamment grand, c'est trop tard parce qu'elles n'ont pas l'agilité pour développer cette technologie-là. Donc c'est comme ça qu'on a démarré un peu sous le radar. Et puis maintenant, on va trop vite pour être rattrapé par des grosses entreprises sur notre technologie. Donc on va plutôt pouvoir travailler avec elles. Et c'est comme ça qu'on a pu se faire une place, parce qu'en fait, on maîtrise des technologies et une gamme de tailles, etc., qui sont aujourd'hui pas maîtrisées par les grosses entreprises. Vous êtes d'accord avec ça, Nicolas Capet? Ça a été pareil pour vous? Absolument. Nous, l'histoire s'est vraiment passée de la même façon. Là où au début, on s'adressait vraiment à des clients, des acteurs sur le marché émergent du New Space, on voit aujourd'hui que les grands maîtres d'œuvre sont extrêmement intéressés par nos solutions, par notre proposition de valeur, par les produits qu'on est amené à développer, parce que ce sont des éléments de compétitivité énorme, même pour eux. Et donc, nous, à titre d'exemple, on a eu la chance de signer un contrat avec Thales Alenia Space qui démontre vraiment l'intérêt de faire émerger ces nouvelles technologies et même, je dirais, non pas en opposition, mais au bénéfice de notre industrie spatiale de manière très large. Vous aussi, vous avez signé un contrat, je crois. Oui, effectivement, on l'a annoncé il y a 2 jours, donc ça, c'est le bonheur de l'actualité. Mais non, effectivement, nous, on a comme clients sur notre logiciel, notamment effectivement Thales, mais également Eutelsat ou le CNES, sur notre moteur, notre propulseur, des clients comme Clyde Space ou le CNES ou l'ESA. Donc comme vous voyez, c'est pas forcément, en fait, c'est ni que des petites entreprises ni des grosses entreprises. Aujourd'hui, on travaille avec tout le monde. Votre marché, on va parler des marchés pour tous les deux, mais on parle plus ou moins du même marché. Il se concentre aux États-Unis aujourd'hui? Alors, il est plus important aux États-Unis. Faut savoir que pour vous donner une idée, alors si on parle du marché institutionnel spatial, c'est une statistique que donne souvent le président du CNES, mais qui est le budget de la NASA augmente tous les ans du budget du CNES. D'accord. Donc vous prenez le budget de la NASA en 2021, c'est à peu près le budget de la NASA en 2020 plus le budget du CNES. Okay. Donc ça vous donne une idée en fait des ordres de grandeur. Alors c'est normal, ils sont plus aussi, oui. Mais donc le marché du spatial est très important aux États-Unis, à la fois le marché institutionnel avec la NASA, mais pas que, la DARPA, le DoD, qui ont l'avantage de savoir faire confiance aux petites entreprises et nouvelles et pas qu'aux existantes pour travailler sur des contrats institutionnels. Donc ces marchés-là sont ouverts aux nouvelles sociétés. Et puis également le marché commercial qui est très important parce qu'il y a des capacités là-bas de financement importantes. Je prends un exemple, mais alors c'était lundi, il y a 10 jours, il y a 2 entreprises, 2 startups américaines qui ont levé 1,2 milliard de dollars en une journée. Oui. Donc ça donne un peu là aussi les explications de pourquoi ce marché se développe. Mais le marché du spatial n'est pas concentré uniquement aux États-Unis. Il y a un marché européen qui est en forte croissance, un marché asiatique qui est en forte croissance. On va en parler. Et nous, Exotrail, on a des clients à la fois en Europe et en Asie. On va en parler peut-être avec vous, Nicolas Capet. Ce nouveau marché qui est l'Asie, qui compte la Chine, qui compte l'Inde aussi. Vous avez su le saisir avec l'Inde en particulier. Racontez-nous. Tout à fait. Moi, je partage complètement le constat de David et ce que je remarque et qui est absolument fabuleux avec cette révolution spatiale que nous vivons, c'est que de nouveaux pays sont en train de développer des ambitions extrêmement importantes pour développer des capacités spatiales. Et donc là où historiquement le gros du marché était aux États-Unis, on voit maintenant l'émergence de marchés extrêmement important, en particulier en Asie. Et là, je vais citer l'Inde et la Chine. Et en effet, alors avec des raisons un petit peu différentes, des moyens qui sont différents et des tempos qui sont un peu différents aussi, mais il y a une vraie puissance de fond en Asie pour aller développer des capacités spatiales. Et pour nous, c'est des opportunités absolument énormes, puisque là, on est sur des marchés avec
très peu d'acteurs commerciaux qui sont présents et avec une histoire spatiale commune qu'on a avec, en particulier avec l'Inde, depuis les premiers lanceurs Ariane. Et donc, cette capacité à pouvoir aller travailler en confiance avec le marché indien, c'est ce qu'on a réussi à faire l'année dernière, qui était un beau tour de force parce que Dieu sait que ça a été compliqué avec cette crise pour pouvoir faire du commerce à l'export avec l'incapacité de pouvoir se déplacer. Mais on a réussi à le faire. Ça montre qu'il y a une demande, qu'il y a une possibilité d'aller collaborer avec ces nouvelles startups des pays de l'Inde, de Chine, etc. Et donc, je suis convaincu que pour l'Europe, le marché asiatique est une réelle opportunité. Alors comment vous expliquez ça? Que la Chine ait réussi en si peu de temps à rattraper son retard, parce que c'est ce qu'elle est en train de faire, de rattraper son retard par rapport aux États-Unis et en un temps vraiment record. Alors, ils ont mis tout le budget qu'ils avaient dans le spatial? Oui, tiens, si on reprend justement ces fameux derniers chiffres, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'au niveau investissement dans le spatial, la Chine est à peu près au niveau des États-Unis. Sauf que on sait très bien que 1 euro dépensé en Chine et 1 euro dépensé aux États-Unis, on n'a pas le même résultat à la fin pour des questions de compétitivité qu'on connaît bien. Donc aujourd'hui, la Chine est d'une ambition absolument folle, avec une capacité de planifier dans la durée et de mettre des moyens extrêmement importants, à la hauteur des États-Unis, clairement, pour faire partie, être le premier, en tout cas tenir tête aux États-Unis sur ces aspects de conquête spatiale. Un mot là-dessus? Ouais, même deux. Le premier, pour revenir sur mes ordres de grandeur, alors pareil, il faudrait que je vérifie, mais je pense que là aussi, il y a autant de gens qui travaillent dans le spatial à Pékin que de gens au CNES. Je crois que c'est ça à peu près l'ordre de grandeur. Donc là aussi, ça parle assez bien. Et après, je pense qu'effectivement, ces deux régions-là, la Chine et les États-Unis, mettent les moyens. Mais ils mettent également l'approche. Et c'est de cette façon-là qu'ils réussissent. Notamment, aujourd'hui, aux États-Unis, les entreprises qui dominent maintenant le marché sur le secteur elles existent encore, mais ne sont plus tant Lockheed Martin, Boeing, etc., mais sont des entreprises que tout le monde maintenant connaît, comme SpaceX, Blue Origin, ou Planet Labs, ou Capella Space, d'autres entreprises peut-être un peu moins connues, mais qui, en l'occurrence, sur leur segment, dominent l'observation de la Terre et les images radar. Et ça, c'est des entreprises qui n'existaient pas il y a 10 ans. Je prends l'exemple de Capella Space. Il y a 10 ans, les États-Unis avaient un retard considérable sur l'imagerie radar. Ils ont su faire confiance à des entreprises privées, nouvelles, en les accompagnant au début, mais aussi une fois que c'était prêt, en leur confiant, en leur achetant des choses, en fait, des capacités opérationnelles. Et donc, les moyens n'expliquent pas tout aux États-Unis. L'approche qui a été de faire confiance à des entreprises privées extérieures pour développer et acheter des capacités, ça, c'est une vraie approche nouvelle. Et je pense qu'on pourrait s'en inspirer assez fortement en Europe. Privé mais national. Alors, privé mais national, c'est-à-dire que toujours, le marché américain privilégie les acteurs américains. Tout à fait, effectivement. Ça, c'est aussi quelque chose dont on peut s'inspirer. Aussi, ouais. Et c'est quelque chose dont on peut s'inspirer, effectivement. Dont on s'inspire déjà, mais sur une autre échelle, on va en reparler tout de suite. Moi, j'ai une question, tant qu'on est sur l'Asie. Comment est perçue l'Europe? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une crédibilité de l'Europe? Vous parliez tout à l'heure, Nicolas Capet, d'un lien fort entre la France et l'Inde. Comment, même en Chine, est perçu le savoir-faire européen? Alors, on a une chance extraordinaire. Le savoir-faire européen est absolument reconnu mondialement parce que nous sommes à l'état de l'art et même si globalement on a moins de finances qu'aux États-Unis, on n'a absolument pas à rougir de nos capacités technologiques, de nos capacités à innover dans le spatial. Donc ça, ce savoir-faire, il est très très largement reconnu et il a été développé, cultivé en particulier avec nos agences spatiales, tous les programmes de coopération scientifique absolument fabuleux avec la Chine, avec l'Inde, etc. Et puis l'Europe, c'est aussi la stabilité. Certes, on peut lui reprocher parfois certaines lenteurs, mais c'est un continent de confiance. C'est un continent qui a la capacité à discuter avec tous les acteurs mondiaux sans
manichéisme, avec pragmatisme, de manière extrêmement constructive. Et dans la culture asiatique, et comme dans la nôtre, cette confiance et ce partenariat sur le long terme, parce que quand on fait du spatial, on est obligé de s'inscrire sur le long terme. Ce sont des missions qui sont pluriannuelles, qui vont aller se renouveler sur des dizaines d'années. Et donc, cette confiance-là, je pense qu'on a vraiment en Europe tous les atouts pour aller la gagner. On en a déjà une bonne partie et c'est un atout redoutable, j'en suis convaincu, pour aller travailler en très très bonne intelligence avec nos partenaires asiatiques. Alors on va revenir sur nous, en Europe. Est-ce que l'Europe ne manque pas de projets ambitieux ? Parce qu'on a le savoir-faire, vous l'avez dit, on est à l'état de l'art sur les technologies. On a des startups comme les vôtres qui sont au rendez-vous au bon moment sur la bonne technologie. Mais on ne voit pas émerger de géants comme SpaceX, comme Blue Origin, des jeunes entreprises qui s'emparent d'énormes projets. Alors est-ce que c'est parce que d'abord on manque de ce genre de projet ? Alors, on n'a pas de constellation, par exemple, constellation de mini-satellites. On est en train d'en développer. Donc on parle d'un projet, oui. Il y a des Thierry projets. Breton a annoncé un projet, oui. Il y a des méga constellations, c'est annoncé par Thierry Breton. Ouais. Il y a aussi des constellations commerciales. En France, il y en a plusieurs. Enfin, il y a notamment Kineis et puis Unseen Labs aussi, qui est une très belle start-up qui développe sa constellation. Il y en a en Finlande qui s'appelle ICEYE. Il y en a plusieurs, mais effectivement, elles sont moins matures qu'aux États-Unis. Et on développe ce projet de méga constellation. Moi, à mon sens, avant de devenir des géants, les sociétés aux États-Unis se sont vues confier des contrats que j'appelle de taille raisonnable. C'est-à-dire que nous, ce qu'on pousse, ce qu'on dit, c'est aujourd'hui, il y a peu d'entre-deux entre l'aide au développement technologique, parfois sous forme de contrats relativement petits, et les projets qui s'appellent un peu flagships dans le spatial, c'est-à-dire des gros projets à plusieurs centaines de millions, plusieurs milliards d'euros. Projets qui sont donnés à Airbus, à Thales, et projets qui sont confiés en général sur la partie satellite à Airbus, Thales et OHB, et sur la partie lancement à Ariane Group. Si vous faites la somme de ces quatre entreprises, elles récupèrent l'immense majorité de ces gros contrats en Europe. Et en fait, aujourd'hui, effectivement, ça paraît compliqué de confier à des entreprises très récentes des projets pharaoniques, des projets d'exploration spatiale. En revanche, ce qui se passe beaucoup aux États-Unis, c'est qu'on a une émergence de projets institutionnels sur des tailles raisonnables, c'est-à-dire des projets à quelques millions, quelques dizaines de millions d'euros, où le gouvernement américain, par des agences nouvellement créées, agiles, peuvent acheter des satellites et en achètent plusieurs dizaines par an, et à des entreprises qui sont des PME, c'est-à-dire des entreprises qui font toutes moins de 500 personnes, qui s'appellent Leo Stella, Blue Canyon, York Space Systems, etc. Et ça, en fait, ça permet à l'État de travailler avec une entreprise qui va être agile, rapide, efficace, et puis ça permet à ces entreprises d'avoir un client ancre, comme on appelle, pour installer son business. Et ensuite, dans un second temps, ces entreprises-là peuvent récupérer des contrats flagship. Donc, mais il y a des choses Il faut leur faire confiance, en fait, à ces entreprises. C'est ça que vous dites. Faites confiance aux startups dans le secteur du spatial. Là, on est très fort, et notamment en France, c'est qu'on est, à mon sens, et nous, à Exotrail, on a été les premiers à en profiter, on est très fort pour cofinancer du développement technologique au début de la vie de l'entreprise. On a maintenant un écosystème qui fait que c'est raisonnablement facile de lever de l'argent dans les premiers tours d'investissement. Là, on a plus de mal. C'est pour, une fois qu'en fait, on a aidé à développer ces sociétés et qu'elles ont des technologies matures, on a du mal à leur faire confiance pour passer à l'étape d'après. Et ça, c'est dommage. Vous êtes d'accord avec ça, Nicolas Capet ? Absolument. Absolument, absolument. Et je pense que pour nous, en France et en Europe de manière plus large, c'est le vrai enjeu des années à venir, c'est trouver les façons de faire pour combler cette vallée de la mort où en fait il manque ce chaînon pour permettre aux entreprises évidemment qui le méritent et qui savent démontrer leur capacité à proposer des innovations spatiales, et à pouvoir se développer. Et je pense que dans les années à venir, ça va être un enjeu capital si on ne veut pas voir toutes ces pépites européennes finalement aller trouver leur place sur d'autres marchés, là où finalement, dans la manière d'envisager les collaborations avec ces nouvelles entreprises du spatial, les choses sont beaucoup plus faciles et permettent finalement d'aller étape par étape vers ce développement pour faire émerger ces grands acteurs de demain.
Donc aujourd'hui, si je résume, en Europe, c'est plus dans le secteur du spatial pour faire grossir les entreprises comme la vôtre. Le problème, c'est plus le budget, c'est une question de choix. Parce que le budget est là. Alors, bon, en général, quand il y a plus d'argent, ça va plus vite. Mais ce que j'essaye, moi, souvent de faire, c'est de raisonner, comme j'appelle, à euro constant, parce que ça montre que ce n'est pas forcément un problème d'argent. Je prends il y a eu un gros plan de relance fait récemment dans le secteur spatial français d'un demi-milliard d'euros. Oui. Mais en fait, ce plan de relance donc, est beaucoup d'argent, suffisamment pour créer des géants de demain. C'est pas le mandat vraiment qui a été donné. Et ça a été plutôt tourné vers des plus grosses entreprises. Et ça, c'est dommage parce que ça montre que l'argent, quelque part, il est là. Il est mal distribué. Et alors, c'est pas qu'il est forcément mal distribué, c'est nous, ce qu'on pousse, c'est qu'il soit distribué de façon compétitive. Oui. Et que si jamais une petite entreprise a des solutions compétitives à amener, alors il faut qu'elle soit sélectionnée. Et aujourd'hui, c'est complexe. La plupart des grosses entreprises qu'on représente, le projet de méga constellation télécom, on l'a découvert dans la presse. Oui. C'est dommage. Il manque une cohésion, il manque de la discussion entre cet écosystème dont vous faites partie, de nouvelles entreprises spatiales. Il y a de la discussion, croyez-moi. Donc après, pour le moment, cette discussion est beaucoup entre nous, mais cette discussion, on va vouloir dans les prochaines semaines, les prochains mois, la faire sortir un petit peu de nous pour effectivement pousser ces messages. Et on est en train de faire pour ça. interpeller qui? Thierry Breton, le CNES, l'ESA? L'enjeu est de savoir quelles sont nos forces. On a su très bien, on en est la preuve, nous, accompagner les petites entreprises, comme je le disais, pour développer ces technologies stratégiques. Ça, on sait très bien faire. On a les compétences. Si on donne en plus de ça la confiance, alors ça sera bien pour les entreprises parce qu'on créera des géants de demain et ça sera bien aussi pour l'État qui aura à faire un fournisseur agile et efficace. Merci beaucoup David Henry, PDG d'Exotrail, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous Nicolas Capet, PDG d'Anyways, d'être venu à distance participer à ce débat passionnant sur le secteur spatial en général, celui des smallsats en particulier et les enjeux qui entourent aujourd'hui votre secteur. À suivre votre rendez-vous disruptif. Peut-on parler de disrupteur sans parler de Sigfox ? Pas vraiment, vous répondrez Alain Staron qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Cécilia. Alors vous êtes disrupteur opérationnel, auteur de Autodisruption et CIO d'Amborella. La semaine dernière, votre chronique sur Sigfox Disrupteur disrupté a appelé des commentaires. Alors vous avez décidé de revenir, de nous replonger dans le sujet cette semaine. Oui, alors on ne va pas parler que exactement de Sigfox, mais souvenez-vous, la semaine dernière, je vous racontais que Sigfox... qui a été Delphine. J'ai raconté à Delphine sur ce plateau que Sigfox, en fait, c'était un pionnier de l'Internet des objets, qu'il avait une solution à l'époque révolutionnaire, qu'il avait levé surtout beaucoup d'argent, 250 millions d'euros total, et que sans qu'on comprenne trop pourquoi, il traversait une passe très difficile, son PDG était remercié, etc. etc. Et toute la presse disait, bah oui, mais il n'y a pas de marché. Et je vous répondais, c'est un déni. Je répondais à Delphine, c'est un déni, c'est pas vrai. Il y a un marché, le problème n'est pas le marché, le problème est la concurrence, car un standard s'est installé. Et ce standard rend les solutions propriétaires soudain obsolètes. Alors, quels ont été les commentaires que vous avez récoltés ? 4 types de commentaires. Des clients déçus. Bon, j'insiste pas. Des gens qui disent, ben oui, c'est les gros opérateurs télécoms qui se sont vengés et qui ont écrasé le petit Sigfox. C'est trop facile. Mais il y a un peu de vrai. D'autres qui disent, ben oui, mais la technologie Sigfox, elle n'était pas parfaite. Et là, je réponds, depuis quand la meilleure technologie fait le meilleur succès? Souvenez-vous non, vous vous souvenez pas du VHS à l'époque, le magnétoscope? Je m'en rappelle. Moi, j'étais dessus, j'ai poussé à l'installation du VHS, c'était le plus mauvais des 3 standards. C'était le meilleur écosystème. Et puis Ludovic lui-même qui me dit, mais moi j'ai des clients. Et en fait, oui, il peut avoir des clients. Ce que je dis, moi, c'est un problème d'équation économique. Vous avez soit un opérateur qui a son propre réseau, qu'il l'ait en propre ou qu'il le sous-traite à d'autres. Il faut qu'il le finance. Et vous avez une autre solution qui s'appuie sur des réseaux qui existent déjà. C'est le NB-IoT, le LTE-M dont j'ai parlé. Typiquement, aujourd'hui, c'est public, Une solution qui utilise les réseaux existants, c'est 1 € par an par objet de coût de communication. 1 € par an. Si vous développez votre propre réseau, par des tiers ou autres, je ne sais pas comment vous pouvez tenir ce choc. Alors que deviennent les opérateurs de services à l'environnement qui avaient été pionniers sur ce marché? Alors, juste avant une toute petite parenthèse, si on a un peu de temps, c'est
Donc les opérateurs télécoms, ils ont un boulevard devant eux, sauf en France. Donc je suis à nouveau énervé, je suis en train de monter un nouveau projet. Vous allez rappeler des commentaires. Un nouveau projet sur l'Internet des objets. J'appelle les opérateurs en disant « Coucou, il y a le nouveau standard mondial, c'est celui-là qu'il faut prendre ». Ils me répondent « Bah oui, mais c'est très cher, il vaut mieux prendre notre solution LoRa ». On marche sur la tête dans le monde entier. Les gens passent au nouveau standard. En France, on va encore ramer. Bref, votre question était... Oui, les pionniers. Les pionniers, les opérateurs services à l'environnement. C'est malheureusement encore plus grave pour eux. Quand vous êtes un opérateur vertical, vous gérez toutes les maillons de la chaîne. Et donc, du coup, si vous avez des partenaires, ils vous suivent partout. À partir du moment où vous installez un standard de télécom, eh bien, il y a ceux qui produisent des objets qui sont connectés au standard et ceux qui utilisent les données issues des objets. Ce n'est pas forcément les mêmes personnes. Concrètement, en Australie, Telstra, qui est un opérateur télécom, propose une solution de gestion des réseaux d'eau. Opérateur télécom gère les réseaux d'eau. Vous y croyez ? Pas vraiment. Donc, on peut imaginer que les opérateurs télécoms se fassent disruptent les opérateurs de services à l'environnement. Mais on ne va peut-être pas s'arrêter là, parce que là, oui, très bien. L'histoire nous a montré que les opérateurs télécoms, finalement, ils rament toujours, parce qu'ils se font toujours dépasser par qui ? Souvenez-vous d'Apple, par des fabricants de hardware. Là, je crains, je ne sais pas, rien n'est écrit, qu'in fine, ceux qui savent produire des objets communicants avec un standard. Vous n'achetez pas une clé Wi-Fi, le Wi-Fi est dans votre PC parce que c'est un standard. Ceux qui ceux qui produisent des objets dans lesquels ils peuvent mettre un modem communicant, ils savent l'installer n'importe où, ils savent le faire communiquer, ils savent récupérer les données et ils savent donc produire des services de gestion de leurs actifs. Et si ces actifs sont sur des services à l'environnement, ils savent gérer ça tout seuls. Donc les services à l'environnement seraient disruptés par les opérateurs télécoms. Et ensuite par les fabricants de compteurs. Très bien. Un mot de la fin ? Je ne sais pas si c'est très bien, mais en tout cas, ce n'est pas écrit. Oui. Je dis juste que c'est un risque. Oui. Et je serai dans ces sphères-là. Je me poserai la question non pas de grossir en acquérant d'autres concurrents, mais plutôt de chercher le next step, ce qu'on appelle le changement de paradigme, le nouveau paradigme, et me dire où dois-je placer mes actifs pour être là pour ce nouveau paradigme. Et ce nouveau paradigme, c'est la valeur va vers l'objet, il faut que je sois dans les objets. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Alain Staron, auteur du livre Autodisruption, je le rappelle, disrupteur opérationnel, mais aussi CIO d'Amborella, d'être revenu pour revenir sur le sujet Sigfox et puis pour développer tous ces sujets, les opérateurs de services à l'environnement, les services à l'environnement disruptés par les opérateurs télécom, voilà, pour faire un bref résumé de ce que vous êtes venu nous dire. Merci d'être venu sur le plateau. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis dans cette édition riche en actualités et puis en technologies innovantes. Lundi, vous retrouverez Delphine Sabatier à la présentation de cette émission. Merci à elle, ainsi qu'à Aurélie Planex, rédactrice en chef Bismart, pour leur confiance au poste de présentation. Et bien sûr, à Juliette Denoyel pour la programmation de cette très belle émission. Je vous retrouve la semaine prochaine en chronique Innovation. Je vous souhaite à tous, bien sûr, une bonne journée sur Bismart.